Dans un contexte en France où en ce moment on parle beaucoup de simplification et du coup, quid de la normalisation avec le BIM et la partie industrielle? Ah bah oui. Donc, je vais vous proposer une première intervention d'Étienne Callot de l'AFNOR, justement pour préciser un peu c'est quoi la normalisation, quels sont les enjeux, quelle est la position de la France, et de voir effectivement que ça peut finalement simplifier les choses. Et ensuite, on aura une intervention donc, de Laurent Hortas sur cette partie de normes PPBIM, sur la notion de normes avec les produits dans la maquette numérique. Parce qu'une maquette numérique, c'est bien joli, mais si derrière, elle n'est pas habillée, elle n'est pas alimentée avec du vrai produit, qu'est-ce qui se passe? Et on aura du coup une réaction de M. Herrera sur cette partie-là, qui est donc de la FIB. Étienne, c'est parti. Je te donne mon micro. Merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Étienne Caillot, je suis chef de projet à l'AFNOR, chef de projet en normalisation. Et je suis notamment secrétaire de la commission de normalisation AFNOR PPBIM, donc qui traite de ces sujets-là. Donc il m'a semblé pas inutile de rappeler ce qu'est la normalisation. Donc c'est intéressant de constater que c'est une activité d'intérêt général qui a pour objectif de produire des documents de référence de façon consensuelle entre toutes les parties intéressées du sujet sur lequel on souhaite normaliser. Donc c'est intéressant de constater que c'est malgré tout le plus grand dénominateur commun et ça vise à définir des règles, des caractéristiques, des recommandations, des exemples de bonnes pratiques et tout un tas de choses. On peut normaliser tout un tas de choses. Donc si on passe à la slide suivante, on peut se demander quel est le lien entre le BIM et la normalisation. Donc l'enjeu principal du BIM, je pense que vous l'aurez déjà compris, enfin un des enjeux principaux du BIM, vous l'aurez compris au travers des précédentes présentations, c'est l'interopérabilité, c'est être capable d'échanger. Donc voilà, si on avance un petit peu, et pourquoi avoir de l'interopérabilité, c'est pour instaurer de la confiance entre tous les acteurs du bâtiment à toutes les étapes du cycle de vie. Donc il reste encore une dernière animation. Donc l'intérêt d'avoir des normes, c'est de favoriser donc l'interopérabilité et d'améliorer la confiance. Donc au travers par exemple de la norme IFC qui était affichée précédemment, de la norme ISO 29480, donc les IDM, ou de la norme expérimentale française XP-P07150, dite norme PPBIM, sur laquelle Laurent reviendra plus amplement tout à l'heure. Donc si on arrive à la slide suivante, la normalisation sur le BIM, comment ça procède? Enfin, où est-ce que ça se fait? Donc au niveau français, c'est au sein de l'AFNOR, donc avec une commission de normalisation PPBIM, commission pour laquelle je suis secrétaire et que Laurent préside. Au niveau européen, ça se passe au niveau du CEN, donc qui est l'organisation européenne de normalisation pour ce qui est des activités transverses. Et au niveau international, ça se passe au sein de l'ISO. Donc voilà, si on affiche les trois structures, donc au niveau de l'AFNOR, c'est AFNOR PPBIM, la commission de normalisation. Au niveau européen, c'est un comité technique 442, Building Information Modeling. Et au niveau de l'ISO, c'est au sein d'un sous-comité 13 du comité technique 59. Donc en pratique, où est-ce qu'on en est sur les travaux de normalisation? Donc, si on passe en slide suivante, voilà, je vous remercie. Au niveau ISO, donc c'est les travaux qui sont les plus anciens. C'est intéressant de constater que c'est présidé et que le secrétariat est également assuré par la Norvège, ce qui est également le cas au niveau européen. Donc ça a été lancé dans les années 90 sous l'impulsion de Building Smart. Donc Building Smart, organisation internationale qui développe des standards sur le BIM qu'il porte ensuite en normalisation et pour lequel MediaConstruct est le chapitre français. Donc à ce jour, il y a 8 normes internationales publiées, donc 8 normes ISO, dont l'ISO 16739 qui est la norme IFC, ou l'ISO 29481 qui porte sur les IDM. Donc à ce jour, au sein de ce comité technique, c'est intéressant qu'il y a 33 pays membres,
23 pays participants et 10 observateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement que la France est passée membre participant en 2014. Je reviendrai sur les raisons juste après. Donc, au niveau européen, donc, il y a le CNTC 442 Building Information Modeling, donc avec présidence et secrétariat assurés par la Norvège. Ce comité technique a été créé en 2015, créé en 2015, avril 2015, et qui aura une première réunion en septembre. À ce jour, il n'y a donc aucune norme européenne publiée sur le BIM. Ça a son importance, on y reviendra après. Et enfin, au niveau français, on a donc la commission de normalisation AFNOR PPBIM. Donc c'est la commission miroir des travaux européens et internationaux. On a la chance en France d'avoir une commission de normalisation qui est assez représentative du secteur de la construction, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays, et déjà de disposer d'une commission miroir structurée, mais également d'avoir une commission représentative du secteur de la construction. Dans un certain nombre de pays, on constate que c'est beaucoup de représentants issus du domaine des technologies de l'information et de la communication qui travaillent sur le BIM et non des professionnels de la construction. Donc là, c'est vraiment un avantage français qu'on a d'avoir une commission de normalisation structurée et représentative. Et donc, il y a à ce jour une norme expérimentale qui a été publiée, donc la norme XP P07-150, dite norme PPBIM. Donc là, je vous ai décrit d'une façon très large ces trois comités. Donc, quels sont les enjeux? Ce qu'on pourrait se dire, on pourrait développer des documents uniquement franco-français, donc des normes NF, ou XP si on parle de normes expérimentales. Donc l'intérêt de n'avoir des normes franco-françaises, il est moindre, puisqu'il faut savoir que dès qu'il y a une norme européenne qui est développée, donc au CEN, en haut à droite, donc qui seront développées par le CNTC 442, la France a obligation de reprendre les normes européennes dans sa collection et ne peut travailler sur le même sujet au niveau français. Donc avec la création de ce comité technique au niveau européen, il y a des chances qu'il y ait des recoupements, donc l'intérêt de développer des documents au niveau franco-français il n'est pas forcément évident, donc il y a vraiment un intérêt de s'investir au niveau européen. Et donc on peut se demander pourquoi s'intéresser aux travaux ISO. Donc il y a dans les travaux préparatoires au comité technique européen, donc la France a été très active et y a beaucoup participé. Il a été décidé, ce sera confirmé lors des réunions, mais qu'un certain nombre de normes ISO seraient reprises en normes européennes pour former ce qu'on appelle des ISO EN. Et du coup, si on reprend des normes ISO en normes européennes, elles seront également automatiquement retranscrites dans la collection française. D'où l'intérêt de suivre également ce qui se passe à l'ISO et, si possible, de contribuer afin de ne pas se faire imposer une vision de la construction, du BIM, qui ne serait pas en phase avec les enjeux français et la façon de faire française. Donc au sein de ces structures, quelle est la stratégie française? Donc au sein de la commission AFNOR PPBIM, on prépare les positions françaises lors des réunions ISO et CEN. C'est également au sein de cette commission qu'on nomme les experts qui participent aux réunions internationales européennes donc, ou ISO. C'est également dans cette commission qu'on peut préparer des sujets franco-français quand il n'y a pas recouvrement, qu'on peut développer des sujets franco-français qu'on souhaite ensuite porter à l'international et sur lesquels il n'y a aucun travaux qui n'ont été enregistrés au niveau international, enfin au niveau européen. Et voilà, donc ça se fait au niveau français. Et donc les objectifs de la commission de normalisation PPBIM sont donc à l'ISO d'assurer à minima un suivi des travaux, de contribuer au développement des normes existantes et à leur révision le cas échéant. Et pour contribuer dans les instances de normalisation, il est toujours plus efficace d'envoyer une délégation française en réunion, et ce sera un des objectifs de la commission. Ensuite, au niveau européen, c'est vraiment là où les Français
considère qu'il y a le plus d'enjeux, ce qui est le cas puisque les normes européennes, je le rappelle, sont obligatoirement retranscrites dans la collection française. Donc la France, dans le cadre de la création de ce comité technique, a déjà proposé 2 sujets. Donc un sujet sur la norme expérimentale française, afin de la porter au niveau européen, et un sujet sur les process. Quelles données alors c'est plutôt valable pour l'étape de construction, mais ça pourrait s'étendre au cycle de vie entier. Quelles données on doit fournir à quelle étape du cycle de vie du bâtiment? L'objectif donc au sein de ce comité technique, c'est de prendre des responsabilités. La France souhaite avoir le leadership sur le développement d'un certain nombre de documents, notamment le portage de la norme française, et également d'assurer un suivi des travaux pour les sujets sur lesquels on a peut-être moins d'expertise ou on est moins avancé que d'autres pays. Et ce qu'il est intéressant de rappeler, non seulement par rapport à la conférence précédente, mais également dans le contexte général du plan de transition numérique bâtiment, c'est qu'il y a des certain nombre de points de vigilance qui ont été identifiés en commission de normalisation, donc notamment l'applicabilité des normes développées pour les TPE, PME, bien qu'ici on parle beaucoup de normes méthodologiques, donc bon, ça les concerne peut-être pas directement, mais du moins que leur application puisse être assurée par les TPE, PME. Également l'archivage et la vision patrimoniale du bâtiment. On est capable aujourd'hui d'ouvrir un fichier, de le modifier, très bien. À l'échelle de la durée de vie d'un bâtiment, qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pourquoi pas 100 ans? Il y a également la problématique de l'existant. À ce jour, on n'a pas de sujet précis, mais c'est un point de vigilance identifié. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà. Parfait timing. Merci Étienne. Justement, on vient de voir cet ensemble de normalisation au niveau du BIM. On s'aperçoit bien que la France, si finalement elle veut aussi peser au niveau de l'Europe, le fait d'avoir proposé quelque chose avec cette norme PPBIM, je ne veux pas dire qu'on a peut-être un train d'avance, mais on a peut-être une chance aussi de pouvoir apporter quelque chose. Tout à fait, on constate, c'est valable pour tous les travaux de normalisation. En général, quand on prend la plume, c'est-à-dire quand on écrit les documents, on a toujours un train d'avance. Donc, voilà, et l'idée, c'est qu'effectivement, Laurent Hortas puisse nous expliquer un peu comment est née cette norme, à quoi elle sert, justement, dans le BIM. Pourquoi est-ce que finalement, on est passé sur une norme par rapport aux industriels et non pas, on a commencé par ça, on n'a pas commencé ailleurs. Oui, disons, je vais d'abord rappeler ce qu'est la MCC. La MCC est une association qui regroupe pratiquement toutes les filières des industries de la construction, c'est-à-dire plus de 7000 entreprises pour la France. Et donc, à une réflexion dont la FIB est adhérente à l'IMCC, donc travaille sur les réflexions transversales à toutes les industries. Et donc, ce sujet de la dématérialisation de l'information, on l'a traité, on l'aborde depuis un certain temps, mais c'était essentiellement jusque-là pour des échanges commerciaux. Parce que jusque-là, en tant qu'industriel, on faisait des catalogues, des sites web pour transférer notre information. Puis chacun faisait comme il en avait envie dans son coin et il n'essayait pas de communiquer avec son voisin, surtout pas pour des raisons en plus de concurrence. Voilà. Donc est arrivé le BIM. Voilà. Et donc dans le BIM, c'est-à-dire là, tout le monde met dans une sorte, le BIM, c'est un grand pot commun où tout le monde met l'information. Alors si on met n'importe quoi, il en sortira n'importe quoi. On a beau faire un beau dessin. Donc la question, c'est qu'il fallait, à un moment donné, trouver le moyen de s'entendre pour dire, moi je suis fabricant d'isolants, mon concurrent est aussi fabricant d'isolants, vous en tant que professionnel, vous allez devoir choisir entre nous, mais il faut qu'on décrive nos matériaux de la même façon. C'est les valeurs de nos matériaux qui feront la différence, pas la façon dont ils sont décrits. Mais c'est un message qui n'est pas facile à faire passer. Donc voilà un petit peu tout le truc. Et puis le BIM, dans les échanges qu'ont les industriels, c'est certes, il y a beaucoup d'échanges dans le BIM, mais on en a aussi tout autour. Donc voilà, donc c'est là le problématique. Donc échanger de l'information, très tôt, il a fait dire il faut qu'on organise cette information, parce que tout le monde nous le demande d'une forme différente et on ne sait pas la fournir. Voilà. Donc, deuxièmement, l'autre enjeu, c'est que si on laisse la main à des acteurs
du numérique, c'est-à-dire des grands éditeurs, etc., ils arrivent à ce qu'a fait des Amazon, des iTunes. Entre guillemets, on va perdre, entre guillemets, c'est plus nous qui allons décider ce qu'on va faire, c'est d'autres qui vont le décider parce qu'ils tiennent la technologie. Donc le choix qu'on fait, c'est de maîtriser cette technologie via la normalisation pour la faire redescendre sur notre propre information. C'est-à-dire, c'est se prendre en charge par rapport à ça et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Voilà, ça c'était le deuxième grand enjeu, pourquoi l'industrie bon, j'accélère, hein, je me passe un petit peu rapidement, on me pousse à aller vite, on va passer l'autre diapo, ça c'est les diapos un peu à chapeau. Donc voilà, sur la norme, donc on a commencé, on s'est dit, on avait fait, l'IMCC commençait avec les normes environnementales, les fameuses FDES. On avait rencontré, c'était première expérimentation, on avait fait une norme et on avait réussi à mettre tous les industriels d'accord sur la façon de décrire les qualités environnementales des matériaux. Avant, chacun le faisait à sa façon, mettait en avant le critère qui lui faisait plaisir sur ces matériaux. Et on a montré, donc on est arrivé à faire du coup une norme. Derrière, s'est créé une base de données, c'est la base IGNES. Et derrière sont nés des logiciels d'analyse environnementale, avec Elodie et Cocoon et d'autres. Et donc, ça montre que si on harmonise l'information, du coup, on sait la traiter et on sait la valoriser. Voilà, c'était. Et donc, on s'est dit de cette première expérience sur l'environnemental, pourquoi pas la faire pour toutes les caractéristiques de nos matériaux. Voilà. Et donc, et là, il s'est dit, et si on ne passe pas par la voie normative, de toute façon, on n'est pas écouté. Hein, donc, c'est le principe, pas écouter déjà entre nous, on ne s'écoute pas en tant qu'industriel. Et deuxièmement, on n'est pas écouté par les grands éditeurs, les Revit, etc., qui sont internationaux, si on ne dit pas que ce qu'on fait, c'est normatif. Donc voilà, donc on s'est engagé, on s'est appuyé sur l'AFNOR pour faire ce travail. Ça a commencé en 2012, on a mis 2 ans pour écrire la norme, elle est sortie en décembre. Et on avait mis dans le dire, la norme c'est bien joli, mais il faut qu'on l'expérimente, parce que on l'a bien brainstormé, etc., mais ça ne peut pas marcher. Donc on avait dit tout de suite après, on lance une expérimentation. Pour l'expérimentation, il faut de l'argent, il faut du temps, etc. Hop, donc on est sur cette phase-là en ce moment, dans le cadre du plan de transition numérique. Je ne vais pas plus m'étendre, on passe à la diapositive suivante. Voilà, donc qu'est-ce que la norme ? La suivante. Déjà, je vais dire qu'est-ce que la norme. J'ai sauté une diapo. Voilà, j'ai dit ce qu'elle n'est pas d'abord, hein, je pense. C'est ça ? Ah non, j'ai sauté une diapo. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce que la norme ? Donc, c'est... Hein, voilà, c'est si un data catalogue. Donc, la norme ne définit pas les catalogues des industriels. Elle ne définit pas non plus un dictionnaire. On passe à la suivante, c'est une norme de méthode pour faire ce dictionnaire qui permettront de faire les data catalogues. C'est-à-dire que c'est un peu le dictionnaire de la langue française. On s'est dit aujourd'hui, on fait un langage, on a une grammaire, et on se comprend parce qu'on a tous expliqué les mots, ce que veulent dire. Et donc, on arrive à faire des phrases. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une méthode, parce qu'il y avait déjà pas mal de dictionnaires dans tous les pays. Chacun a fait son dictionnaire à sa sauce. Et quand on a voulu, dans le cadre BSDD de l'Unixmart International, dire on fait un dictionnaire commun, on a tout mis dans un pot commun. Et puis, en tout compte fait, on n'a pas compris ce que disait celui de norvégien, etc. Parce qu'il y avait personne n'avait se dit une propriété, c'est un nom, une définition. Ça veut pas dire grand-chose, surtout des propriétés techniques. Et donc, les industriels, du coup, savent plus quoi remplir. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire à la réception. Donc, on a dit, on va faire une norme de méthode on ne va pas mettre tout ce qui a été fait à la poubelle, mais on va essayer, par cette norme de méthode, de l'améliorer. Et puis, de toute façon, on ne peut pas dire, toi, ce que tu as fait, c'est mauvais, et moi, ce que je fais, c'est bon. Donc, on va plutôt dire, on va essayer tous, par cette méthode, d'améliorer ce qui existe et le mettre ensuite dans un pot commun. Voilà, donc, non, on revient un petit peu en arrière, là on est allé trop vite cette fois-ci. Et donc, comment est-ce que ce que va définir cette norme ? Donc, c'est qu'il faut qu'il y ait des experts qui vont valider ce qu'on va mettre dans le fameux dictionnaire. Donc, dans la méthode, il y a ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un collège d'experts. C'est un peu comme pour le dictionnaire français, l'Académie française. Et il y a donc des règles de gestion que devront respecter ces experts. Donc, on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas faire le collège, l'Académie française, parce que sinon, on n'en finirait pas de discuter, etc. Donc, la norme, elle pose plutôt un système de workflow informatique de process. Je ne vais pas rentrer dans le détail du process parce qu'il est complexe. On passe à la diapo suivante. Ça, c'est un petit bout du process. Ça, c'est le deuxième bout du process. Voilà. Donc, on passe vite. C'est-à-dire qu'on va automatiser, c'est-à-dire on va mettre en place une sorte de wiki dictionnaire où les experts vont pouvoir dialoguer entre eux pour se mettre d'accord. Nous, industriels, on va proposer les propriétés. Vous êtes un métier, vous allez devoir les utiliser. Donc ça va permettre, donc l'Intec nommera un expert dans ce collège. Les filières industrielles vont en nommer.
les syndicats, les autres syndicats, architecture, ingénierie, j'en passe, les fédérations du bâtiment, les CAPEB, nommeront des experts. C'est là où on va aussi, du coup, ce dictionnaire va être un lieu de confrontation, dire nous, en tant qu'industriels, voilà les normes qu'on nous impose pour décrire nos produits. Vous, est-ce que ça correspond aujourd'hui, est-ce qu'on met dans nos catalogues, est-ce que ça correspond à vos besoins métiers? Donc ça va être ce premier lieu, le dictionnaire, ce sera ce premier lieu de confrontation par ce collège des experts pour dire, OK, on est tous d'accord, on a tous compris, nous, comment mettre les petites valeurs au bout de la propriété, et vous, comment vous allez les interpréter, soit dans vos logiciels, quand elles vont arriver. Voilà, donc c'est ce que les experts. J'ai mis la méthode. Maintenant, on passe à la suivante. C'est donc la première partie, c'est harmoniser donc les descriptions dans différents dictionnaires, dont celui français. C'est-à-dire, on va tous décrire nos propriétés selon une grille très précise. On passe à la suivante. Donc cette grille, entre guillemets, on la détaille rapidement ici. Donc déjà, chaque propriété, du coup, aura une clé unique quand elles seront mises dans le pot commun. Déjà, chaque dictionnaire a une clé unique pour cette propriété. Elles pourront être définies dans les différentes langues. Donc ça, c'est pour définir une propriété. C'est pour qu'elle soit compréhensible par les Français, par tous les pays européens, etc. Donc il y aura décliné dans les différentes langues. Il y aura un statut, parce qu'une propriété, elle est valide, elle peut ne plus être valide dans un certain temps, surtout si on parle, comme tout à l'heure, de gestion de patrimoine. Ce qu'on a mis dans une information, dans un projet BIM, à un moment, quelqu'un revient 10 ans après, elle sera peut-être plus la même, donc il faudra qu'on puisse faire la traçabilité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Dire dans le temps, à tel temps, telle période, c'était telle propriété, une autre, c'était où elle a éclaté, elle a été regroupée, etc. Donc pouvoir faire son suivi. Surtout dire aussi que les propriétés, c'est pas dans tous les pays les mêmes. Ça aussi, le BIM aujourd'hui n'intègre pas cette information. C'est-à-dire que dans les IFC, une propriété, elle est soi-disant internationale. On l'a vu quand on a voulu pousser les données environnementales. On s'est battu en Australie pour les faire accepter. Dire, nous, là-bas, on ne parle pas de l'environnement, ça ne se traite pas de la même façon. Donc il y en a la moitié qui sont partis à la poubelle. C'est là où on dit, si un projet est fait par un architecte australien en France, c'est les propriétés françaises qui s'appliqueront. Si c'est un Français qui travaille en Australie, c'est celles d'Australie qui s'appliqueront. Mais il n'y aura jamais une uniformisation. Même au niveau, on essaye déjà au niveau européen de le faire, mais au niveau mondial, on n'y est pas encore arrivé. Donc c'est bien localiser les propriétés. On a eu pays d'usage, des fois même on ne va pas dire que dans le Pays Basque ou en Bretagne, il y a peut-être des propriétés différentes spécifiques à une région. Mais ça peut arriver qu'il y en ait certaines fois. Donc on est allé jusqu'à ce niveau. Ensuite, on reparlera des groupes et regroupements de propriétés et surtout des propriétés techniques. À quel document de référence, norme de calcul, elle fait pour qu'on puisse bien les identifier. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est la description même de la propriété. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour montrer que décrite ainsi, d'un point de vue informatique, on pourra rapidement comparer et les experts, du coup, auront moins de travail à faire pour analyser s'il y a des doublons et pas des doublons dans le dictionnaire. Voilà, c'est la première partie de mes notes. On tourne. Diapositive suivante. Alors, le groupe de propriétés, c'est-à-dire maintenant, si j'ai 10 000 propriétés dans mon dictionnaire, je veux décrire, je ne sais pas, un plafond en plaque de plâtre, je sais pas, un bloc en béton. On va changer, je vais prendre la concurrence. Un bloc en béton. Donc, pour décrire ce bloc en béton, quelles sont les propriétés qui vont le caractériser? Vous n'allez pas vous taper toutes les pages du dictionnaire pour les trouver. Donc il y aura cette notion de groupe de propriétés qui feront que nous, en tant qu'industriels, éventuellement, on fera par nos filières dire pour cette famille de produits, voilà les propriétés qui permettent que quand on recherche un matériau, on a tout de suite les propriétés. Donc nous, ça nous facilitera pour nous faire nos catalogues. Et vous, pour pousser, entre guillemets, sur ces propriétés, nous, on y mettra des valeurs. Vous, dans votre projet, vous allez y mettre des exigences. Et le but, c'est les exigences, quand elles vont mapper avec les catalogues, vous allez dire, ah oui, tiens, c'est ce produit ou ce système qui, avec mes exigences, va répondre, etc. Donc voilà, c'est ce groupe de propriétés où vous pourrez dire, je cherche uniquement les propriétés liées au feu, liées à l'environnement, liées à l'acoustique. Voilà, c'est ces notions de regroupement de propriétés qui vont permettre de faciliter la recherche ensuite et l'exploitation du dictionnaire. Et en même temps, donc, si on a une propriété X qui est dans tel regroupement, on a aussi le sens de la propriété, à quoi elle correspond. Donc voilà, et elles se décrivent à peu près sur le même type de caractéristiques que pour une propriété. Voilà, ils n'ont pas de document de référence. On passe à la suite. Alors, maintenant, pour arriver à faire fonctionner tous ces dictionnaires entre eux, on est parti aussi du principe, quand on a fait la norme, qu'un dictionnaire international, il n'existera pas.
On n'y croit pas pour l'instant, on verra après. Donc on a plutôt dit ces dictionnaires, ça c'est une autre expérience qu'on avait eue il y a une dizaine d'années, on a travaillé sur les échanges des données commerciales. Ils avaient travaillé sur un réseau de dictionnaires, c'était le réseau NNet à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait on passe à la diapo suivante, mis en place une notion d'interopérabilité entre les dictionnaires. On parle d'interopérabilité dans le BIM, et là, on parle aussi d'interopérabilité dans le dictionnaire. C'est-à-dire, vous rentrez sur votre dictionnaire, je ne sais pas, français, vous allez faire une requête. Cette requête sur le dictionnaire français va se lancer sur tous les autres dictionnaires. Et éventuellement, vous remontez les informations qui ne seraient peut-être pas... Si vous rentrez, parce que langue française dans votre dictionnaire avec lequel vous avez l'habitude de travailler, il va faire les requêtes. Tiens, je fais sur ces familles de propriétés un chantier en Allemagne. Donc, il rapatrierait les informations pour vous les afficher. Et inversement. Et du coup, ça permet, entre guillemets, à faciliter aussi la confrontation des propriétés d'un pays à l'autre et peut-être engager à ce que des propriétés peut-être différentes se rapprochent d'un pays à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, même sur les normes CE, quand on les analyse, on les met d'un côté. Comme c'est des experts différents qui ont fait les normes, ils ont dénommé la même chose de façon différente. Mais il ne les a jamais confrontés, donc il n'avait pas vu qu'ils l'avaient fait. Donc là aussi, le dictionnaire va permettre d'harmoniser tout ça. Bon, j'accélère. Je suis désolée. Mais effectivement, voilà. En fait, il faut vraiment... L'idée, c'est... Voilà, comme si tu devais conclure. Alors, si je dois conclure... Qu'est-ce qui est important là où on en est maintenant et quels sont les enjeux ensuite? Alors, les enjeux aujourd'hui... C'est justement dans la phase expérimentale, c'est trouver ce que j'appelle des experts qui vont valider, qui vont définir, valider les propriétés, valider les groupes de propriétés et le regroupement des rattachements des propriétés au groupe selon les métiers. Donc ces experts, ils sont issus du milieu normatif, du milieu réglementaire, industrie, des métiers. Et ensuite, ceux qui font les échanges, donc c'est les éditeurs ou les porteurs de standards internationaux. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui au niveau d'une association qui s'appelle France Euro PPBIM, qui est en cours de création, qui sera une structure entre guillemets ouverte pour accueillir les outils informatiques, les financements, etc., de gérer les experts. Et on passe à la diapo suivante. Et puis, donc, les membres fondateurs qui seront là pour gérer éventuellement le pilotage et puis les litiges qu'il peut y avoir entre les experts. Donc, qui seront, donc, la partie normative, c'est l'AFNOR. Donc, le travail, ce sera de eux, chaque fois qu'un groupe se fera, c'est trouver l'expert correspondant. À ce groupe, puisque c'est, si je donc nomme c'est un le comité groupe, de pilotage avec les... Si j'ai un groupe ici sur les données économiques, par exemple, il faudra que le métier dise sur ce groupe des données économiques, je vais un expert de l'Intec, il va dire, moi je vais, le métier qui se représente Mediaconstruct, où est adhérent l'Intec, Mediaconstruct, je vais dire à l'Intec, qui vous présentez, qui vous nommez-vous. Ou moi je vais dire au niveau des industries, est-ce que nous on a quelqu'un qui, au niveau des prix, fera ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si c'est Pierre Mitch, j'ai vu tout à l'heure, mais je n'ai pas eu l'occasion de le saluer. Donc, effectivement... Voilà un petit peu le travail. Donc, bon, c'est rapide comme explication. Le travail aujourd'hui d'expérimentation de la norme, où on en est, donc le montage de cette association et surtout de ce collège d'experts. Merci voilà. Laurent d'avoir tenu le timing. C'est cette notion de norme, de méthode de description de produits ou système de construction. Est-ce qu'on en est vraiment sur cette partie-là, c'est-à-dire Christian, est-ce que pour vous, comment est-ce que vous percevez les choses? Est-ce que le BIM, c'est pour les gros industriels, les petits industriels? Comment est-ce qu'on le gère? Comment ça se passe? Comment la norme peut aider par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous en attendez? Mais je vais essayer de répondre à ça. Allez-y, donc la FIB, ça regroupe environ 70% des fabricants de produits en béton en France. Et je suis président de la commission marché bâtiment, donc tous les produits bâtiments en béton en France. Donc pour nous, notre problème, c'est tout ça, on parle de ça va, France, Europe, PPBIM, c'est la semaine prochaine peut-être, l'Europe, la France, donc on n'y est pas quoi. Hein. Sauf que ça va arriver et il faut se préparer à ça. Hein. Donc pour nous, industriels, on prend un industriel au niveau des bétons, on a plusieurs familles de produits. On a des produits de stock qui sont définis. Si on reprend le bloc, il fait 20, 20, 50, il a un poids, une caractéristique, une performance.
tous les produits de stock. Après, vous avez des produits qui sont paramétrables, configurables. On prend une prédaille, une poudre à voler, un prémur. Ce sont des produits qui prennent une dimension voulue par rapport à l'ouvrage. Il est générique, mais il prend la dimension de l'ouvrage. Et puis après, une troisième famille, ce sont des produits qu'on associe à d'autres techniques pour les rendre isolants, isolants thermiques, phoniques ou autres. Donc il y a ces éléments-là. Allez-y. Pour nous, ces produits sont soit génériques. Alors je reviens sur mon bloc, il est générique. Un bloc, vous le voyez, vous l'imaginez, on le connaît parfaitement. Maintenant, il peut être aussi spécifique, parce que le bloc, vous l'avez ici dans les stands, vous avez un bloc qui est en produit, en matériaux isolants, où on met de l'isolant dedans. Donc il peut être spécifique, il est plus générique, il est détaillé, il est lié à un industriel. Donc il y a ces deux familles, il y a des produits en produits génériques et spécifiques. Comme les médicaments, finalement. Exactement. Donc dans le générique, comment on va faire pour que... Alors les industriels qui ont des produits innovants, ils font le nécessaire, ils voudraient faire le nécessaire pour que leurs produits innovants qui sont spécifiques, ils en parlent, ils vous le montrent, ils le prescrivent. Comment on peut faire aussi pour que l'ensemble des produits génériques, qui sont là plutôt portés par... la FIB, c'est 650 établissements, des petits, surtout des petits, des moyens et des gros. Comment on peut faire en sorte que ces produits génériques soient mieux identifiés? Alors on fait un catalogue papier, on fait un site web, on y va, on n'y va pas, on met ça dans les armoires. Ou les éditeurs refont les catalogues. Ou les éditeurs s'approprient ça et le refont dans leur catalogue. Donc on va vous parler des bases de données. Allez-y. Donc on en trouve des bases de données, attendez, en maîtrise d'ouvrage, c'est l'architecte, dans mes outils d'architecte, merci, dans les bureaux de structure, dans les bureaux d'engineering, des économistes, on trouve des bases de données qui sont accrochées en général dans les logiciels métiers. Vous avez Attic à côté, là, je le vois d'ici, où il y a une base de données qui est donnée aux économistes pour travailler. Mais c'est pareil pour un bureau d'études d'engineering, un bureau d'études techniques, voilà. Hein. Donc en général, quand maintenant on passe en BIM en 3D, on va toujours associer une image 3D que vous avez, aller préciser dans cette image 3D, allez-y, on va aller à chercher dans des bases de données pour préciser que ce mur, ce plancher, ce poteau, cette fenêtre, ce plafond, c'est ça, c'est un plafond, et quel plafond ? Et on va lui associer si la base de données est bien faite, on lui associe des propriétés. Exemple, Laurent a parlé d'Elodie. Si tous les produits Elodie étaient référencés, c'est le cas. On peut aller chercher, ils ont une FDES, on peut les associer, les sélectionner, appuyer sur le bouton et avoir l'impact environnemental du bâtiment. Donc si la base de données porte ces données, alors je peux appuyer sur le bouton. Et à condition, bien sûr, que les bases de données soient compatibles, que ce soit normé, et voilà. Donc là, on revient structuré et interconnecté. Et voilà, on revient sur le sujet, c'est que je ne peux pas appuyer sur le bouton si on n'a pas la structure et la norme. On continue. Donc, si on fait, alors je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans la salle, je pense. Levez la main. Donc, BIM pratique des. Alors, excusez-moi, tout jeune, j'ai passé un CAP des maîtreurs, et c'est tout ce que je sais faire. Je vais vous parler de votre métier, je ne le connais pas, mais suffisamment pour vous en parler par rapport à ma problématique. Hein. Alors excusez si je fais quelques erreurs. Donc, pratique des économistes. Allez-y. Dans le domaine du BIM, bien sûr. Soit vous recevez en amont par l'architecte un plan 3D IFC, bien structuré, bien fait, avec chaque objet qui est bien désigné, dans quelques temps, on verra. Soit vous recevez un plan 2D que vous montez en 3D. Ouais, donc là, c'est ce que vous avez en face. Vous prenez un 2D, vous le montez en 3D. Et en le montant en 3D, vous associez à chaque élément, chaque objet, c'est quoi comme objet, c'est quelles caractéristiques. Hein. Et si vous le faites, donc on prend l'image, si vous le faites, vous obtenez votre base de temps. Donc là, c'est un match 2D. Quoi qu'il en soit, que vous passiez IFC ou pas, à la fin, vous avez ça. Vous avez un logiciel, un élément 3D. Et là, vous avez des murs, vous avez des cloisons, vous avez des planchers, vous avez des revêtements. Et si votre base est bien faite, vous allez pouvoir avoir derrière vos quantitatifs, vos descriptifs, puisque c'est l'objet qui porte ces éléments-là. On continue ? Oui. Allez-y. Un peu plus, voilà. Vous allez associer à ça donc cette notion de base de données, allez-y. Et vous allez donc détailler votre élément, enchaînement d'écran, vous y voyez
c'est normal, c'est juste pour vous dire que ça s'enchaîne. Et vous allez, si vous associez à cet objet toute cette base de données, vous avez ça. Et votre base de données, elle est deux choses. La partie de votre écran à droite, rose, c'est la base de données qui est standard de votre logiciel. Jaune, c'est la base de données que vous associez à ce chantier-là, à cet élément-là. Hein. Vous continuez. Voilà, là, vous avez continué, on y va. Et vous allez appuyer. Là, vous appuyez sur le bouton, vous avez beaucoup de travail en amont. Hein. Et vous allez avoir votre descriptif, votre quantitatif. Et si vous avez associé à votre base de données des prix, vous obtenez un estimatif, bien sûr. Bon, là, c'est votre métier. Excusez si je me suis trompé, j'en fais un résumé. Ça a l'air vachement simple. Vous avez un métier vachement simple, évident. Vous appuyez sur les boutons. Donc, c'est bien connu. On continue. Ce qui est intéressant, c'est que allez-y. C'est qu'ensuite, vous pouvez donner cet élément-là, donc c'est le bout de la chaîne. Vous pouvez donner, si en amont, vous êtes intéressé à récupérer un fichier EFC, ceux qui sont en aval de votre travail sont intéressés de récupérer vos données. Et là, souvent, il y a toujours des logiciels qui prennent en amont des fichiers IFC, mais qui donnent derrière du papier, quoi. Parce que c'est pas vendeur. Donc il faudra demain, au niveau de quand on travaillera sur tout le travail qui est fait, effectivement, que quelque chose qui est référencé, c'est à la fois de l'import et à la fois de l'export. Hein. Donc ici, vous avez ce logiciel, il vous donne un visionneur, puisque vous appuyez sur le bouton, qu'est-ce qui est les ouvrages de béton, qu'est-ce qui sont les ouvrages de cloison, de peinture, et vous avez en surbrillance, allez-y, vous avez en surbrillance, si vous cliquez sur l'appareil, sur un endroit, vous allez dire, mais ça c'est du béton, et vous avez la caractéristique de l'élément. Donc vous avez les entreprises qui sont derrière, gros œuvres, seconde œuvre, peuvent aller chercher là-dedans, dans la maquette, le produit qui les concerne. Ils ont une maquette, moi qu'est-ce qui m'intéresse, j'ai fait que des portes, donc je vais voir les portes. Hein, et quelles sont les portes qui sont phoniques ou autres, hein, voilà. D'où les éléments génériques. Donc là-dessus, on y va. Donc cette base de données, on est très intéressé, pour nous, industriels au sens très large, que ces bases de données elles soient les plus précises, complètes. Parce que si les bases de données, elles sont faites aujourd'hui, les images que vous avez vues là, je les ai prises chez Pierre Mythe, tant qu'à faire. Si les bases de données, elles sont faites par l'industrie, par l'éditeur, elle est saisie par l'économiste, elle est saisie par etc. Chacun est saisi peu ou prou, tout ou pas. Et une fois que c'est saisi, c'est pas actualisé. Hein. Donc l'enjeu que nous recherchons, c'était, alors ça c'est notre cahier des charges, hein, c'est d'abord répondre aux besoins des différents métiers. On a vu tout à l'heure que le besoin, par exemple, de maître d'ouvrage et à la fin, c'est pas pour savoir tout ce qui s'est passé à la fin du chantier. Aujourd'hui, on leur donne 100 kilos de papier, ils veulent pas un fichier de je sais pas combien de mégaoctets, il y a tout. Il leur faut juste ce qu'il faut, et lui il faut la surface des pièces. Hein. Et le type de revêtement pour savoir s'il échange ou pas. Donc globalement, il n'a pas besoin de tout, et on empilerait ça du début à la fin. Donc globalement, donc on doit répondre. Il a dit qu'est-ce qui est utile. Enfin, en phase de projet, qu'est-ce qui est utile. Et je veux voir que ce qui est utile. Donc d'abord, si je fais une base de générique, ce qu'on voudrait faire, eh bien, on va s'adresser à la maîtrise d'œuvre et par métier. Le métier d'architecte, il veut voir un parement, par exemple. L'économiste, il veut voir autre chose. Et l'entrepreneur, il veut voir une fiche de mise en œuvre. Hein. Donc, répondre aux besoins et les attentes des différents métiers. Ensuite, on voudrait contenir dans cette base de données toutes les données utiles et nécessaires. On ne va pas vous dire, on a 50 ans d'existence, on vous met toutes les déduits, les normes, les trucs, et puis vous fouillez dedans. C'est un gros... non, c'est juste les propriétés qui décrivent correctement ce produit, les caractéristiques qui le décrivent totalement. Et là, je reviens sur le projet, bien sûr, de Laurent. On a pléthore de documents, de données. Qu'est-ce qu'il faut techniquement et qu'est-ce qu'il faut par métier. Donc ça, c'est l'accès, on parlait de l'accès par métier. Et c'est un gros élément, hein, c'est difficile. Et puis, on a besoin, bien sûr, dans cette base, à la fois une représentation géométrique, la vue. Alors, un bloc, je ne vais pas vous faire un vue 3D avec chaque grain de ciment, c'est pas la peine, on le voit. Textures. Par contre, certains produits peuvent avoir besoin d'avoir un peu plus de détails, et pas forcément en détail lorsqu'on est en avant-projet,
ou en réalisation. C'est pas pareil. Le détail qu'on a besoin est peut-être différent par rapport à ça. Et pour certains projets aussi, on peut avoir des paramétrages, puisque je veux une dalle. Je décide un bâtiment de bureau, j'ai 11 mètres de portée, je fais une dalle volée, je fais un truc 22 cm d'épaisseur. Je rentre dans un détail plutôt exécution, je vais savoir où sont les trous, savoir si je peux percer au travers. Donc globalement le détail de la représentation peut être différente. Ensuite, il peut y avoir les données associées. Et il faut là, ni trop, peu, ni pas assez, il faut trouver le bon élément. Et là, ça, je ne peux pas le savoir. L'industriel a tendance à vous donner tout, quoi. Voilà, débrouillez-vous. Non, il va falloir qu'on aille chercher. Donc, il faut trouver cette façon-là et que les experts métiers, on en a parlé tout à l'heure, puissent se dire, moi, pour mon métier, j'ai besoin de ça. C'est pour ça qu'on parlait que vous aviez tous les experts là-dessus et que les métiers y sont parce que on doit distinguer ce que veut. Et c'est pas tout le monde n'aura pas tout. Enfin, tout le monde a accès à tout, mais trié par métier. Ensuite, on veut que tout ça soit diffusé. Alors, pour nous, c'est des produits génériques. Ils sont accessibles. Comment on est accessible? Parce qu'ils sont directement implémentés sur les logiciels. Quand vous achetez un logiciel, où vous pouvez le mettre à jour. Donc ça, c'est des problèmes de mise à jour technique et d'accès aux données. Et puis, à un moment donné, quand on descend dans un détail et que l'entreprise va choisir son produit, il faut qu'il descende au produit de l'industriel. Parce il est géographiquement, il est disponible où? Est-ce qu'il répond aux spécifications qu'aura définies la maîtrise d'œuvre? Et il fera une proposition et on vérifiera si le produit qui est proposé correspond bien aux spécifications définies. Je ne sais pas si c'est fini, vous affolez pas. Donc tout ça, allez-y, merci. C'est un objectif ambitieux parce que c'est une base de données qui répond à plusieurs métiers, plusieurs temps dans le projet, qui est compliqué. Hein. Donc c'est voilà. Donc pour ça, nous avons, on s'appuie, on s'engage dans cette démarche. Donc bien sûr. On a fait ça avec l'appui de d'Advim pour nous aider à bien positionner notre sujet. Donc on a travaillé sur le sujet, on a aujourd'hui un cahier des charges. On va le faire en étroite collaboration avec les métiers, parce que c'est aussi, on veut être dans le partenaire, bien comprendre votre métier. Hein. Si j'étais à Danger-Saint-Roman, un village de pyramides, c'est parce que vous voulez voir comment ils faisaient. Hein. En relation bien sûr avec BBBIM, en relation également avec le projet de transition numérique du bâtiment. Donc nous, on a des données, on veut vous les donner à disposition. On ne peut le faire que si la norme a évolué, avance, si française, européenne, si le projet BBBIM se met en place. Mais pour l'instant, on commence à travailler, au moins à récupérer les données et bien comprendre les besoins. Et bien voilà, pour ce qui nous reste pour les rendre possibles, il faut que tout ça soit interopérable. On revient sur les mots qu'on a dit, hein. Sinon on aura fait travailler pour rien. Et puis il faut savoir bien préciser le niveau d'information, c'est ce qui me semble le plus difficile. Moi je vais laisser les problèmes techniques aux techniciens, hein. Ils vont trouver la solution. Je dirais, plus ou moins ça marchera. Par contre, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on donne, ça c'est particulier. Voilà. Merci beaucoup. Laurent Hortas, une réaction par rapport à cette demande d'objets génériques. Comment ça se positionne par rapport à PPBIM? Comment est-ce que ça peut s'articuler? Entre guillemets, quand on aura fait le dictionnaire, je dirais on n'aura rien fait, parce que c'est comment porter une fois qu'on aura défini les caractéristiques, les propriétés, c'est comment les porter dans le BIM. Et comme on disait, c'est pas les propriétés du bloc béton que je vais porter dans le BIM, c'est les propriétés du mur. Maintenant, où est-ce qu'est ce bloc béton dans le mur pour que j'y mette les informations? Donc on va parler d'ouvrage, c'est là entre guillemets, et le produit, celui vraiment qui va être posé, c'est quand on en est à la phase presque entreprise. Entre guillemets, vous, en tant qu'économiste, vous raisonnez par un ouvrage, par un mur. Et un mur en maçonnerie, c'est le bloc, c'est son mortier, c'est tout un tas de composants, comme une cloison plaque de plâtre, ne serait-ce, on raisonne en couches, on raisonne même plus en matériaux, donc c'est les informations sur une couche de matériaux, et une couche plaque de plâtre, quelque part, c'est du joint, c'est des vis, c'est un ensemble de matériaux. Donc les informations, j'ai la vis, où est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets quelque part? Donc il reste encore, via ces objets, tout un tas de ces objets génériques, cette interface entre le BIM et le dictionnaire. Voilà. Et les propriétés qui seront à un ouvrage, c'est peut-être pas les mêmes qui seront sur chaque composant. L'acoustique,
l'isolement acoustique, il est à l'ouvrage, il n'est pas au produit. Donc aussi, les propriétés seront définies sur cette notion que nous, en tant qu'industriels, on appelle système. Vous l'appelez plutôt ouvrage dans votre métier. Et c'est des ensembles de matériaux. Et un mur, c'est même pas un ensemble de matériaux d'un industriel, c'est un ensemble de matériaux de plusieurs industriels. Et aujourd'hui, tous les objets qu'on voit, c'est généralement des objets faits, parce qu'on nous a pris un truc, par un industriel avec un prestataire. Et on n'arrive jamais à faire... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est réflexion. L'association PPBIM va porter aussi, dans le cadre de plan de transition numérique, des travaux de recherche qu'on fait dans le cadre de Mediaconstruct, où on confronte justement notre démarche d'industriel avec celle des métiers, pour trouver justement comment on recolle cette information PPBIM à des objets, et ces objets, comment ils rentrent dans le BIM demain. Oui, le plan de transition numérique a un groupe de travail spécialisé sur standardisation et normalisation du cycle de vie du bâtiment. Donc Bertrand Delcambre a vraiment identifié la normalisation comme étant un enjeu très fort, non seulement en France, mais vis-à-vis du positionnement français à l'international. Donc que ce soit via... et il y a un autre groupe de travail sur la partie PPBIM en plus, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis l'autre grande question, c'est aujourd'hui on a tendance à faire des objets, vous prenez ces objets, vous faites votre Lego, entre guillemets, vous construisez, ou demain l'autre question, c'est comme ce qu'on appelait la démarche performantielle, c'est-à-dire que vous êtes concepteur, vous posez sur une propriété des exigences par rapport à un ouvrage ou un objet, c'est comment vous allez vous interconnecter au catalogue pour dire, voilà les potentiels de réponse. Donc il y aura les deux choses. Soit on a bien fait notre boulot, c'est notre produit qui est le meilleur, vous le prenez, vous le posez dedans. Soit vous posez une exigence, on ne parle pas de prix. Soit vous posez une exigence et vous allez essayer de trouver quels sont les différents produits qui pourraient répondre à ces exigences ou s'en rapprocher, parce que le produit ou le système qui répond à toutes vos exigences, il n'existe peut-être pas. D'où peut-être le générique au départ et ensuite effectivement passer sur cette partie-là. On a d'autres réflexions au niveau Mediaconstruct sur ce sujet-là. Voilà. Le générique, il aura des plages de performance. On dirait ce mur qui est composé d'un enduit, d'un bloc, d'une isolation à l'intérieur. Si on parle intérieur, ITI, il y aura des plages de performance. Il aura des plages de performance, sauf à aller chercher à un moment donné très précisément une caractéristique, parce qu'il faut tangenter un calcul. Voilà. Donc on aura des exigences et on exprimera des plages de performance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Moi, je pense en tant qu'économiste qu'il faudra, c'est définir les ouvrages par rapport à l'ART 2012, voire maintenant l'ART 2020. Parce que quand on va estimer dès le départ, si on n'a pas le bon R, le projet global, le prix sera pas bon. Et le choix des matériaux sera exactement pareil, c'est pas valable, quoi. Voilà. Mais vous allez mettre un R sur un ouvrage qui est plein de matériaux. Comment est-ce qu'on redescend aux matériaux? C'est toute cette gymnastique informatique qui reste encore à inventer, et aujourd'hui, elle... Pour bien se comprendre, comme le disait Laurent, c'est indispensable d'avoir un vocabulaire qui soit bien défini dans le cadre d'un dictionnaire, et la démarche d'harmonisation des dictionnaires selon la méthode PPBIM est absolument indispensable, mais c'est pas suffisant. Pour se comprendre, on parle avec des phrases, et pour donner du sens aux phrases, il faut définir l'ordre des mots, en fait. Et pour définir l'ordre des mots, dans le vocabulaire courant, c'est la grammaire. Donc il y a le sujet, on va dire, de normalisation du dictionnaire qui est indispensable, et il y a la deuxième brique complémentaire pour arriver à une parfaite interopérabilité entre bibliothèque et logiciel métier, qui est la grammaire, le format. Voilà. C'était un complément, et je crois que c'est un sujet qui mérite d'être à l'ordre du jour des travaux de normalisation. Il y a d'autres questions ? Sinon, je fais toujours un rapprochement avec le génome humain. Je dirais, c'est aujourd'hui, on a tendance, les éditeurs, certaines sociétés, de dire on fait des objets, c'est une représentation graphique. En réalité, ce qu'on est, c'est l'interprétation d'informations. C'est ce qu'on a découvert. Si j'ai les yeux bleus, si je suis grand, je suis petit. C'est pas parce qu'on m'a dessiné grand ou petit. C'est parce que j'ai des caractéristiques qui me sont intrinsèques. Et mon logiciel m'a traduit comme ça. Et donc, c'est les informations qu'on rentre ou dans un logiciel de calcul ou dans un logiciel de CAO qui va donner le résultat. Et c'est pas le résultat qui fait les propriétés derrière. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, le BIM, aujourd'hui, dans toutes les communications, c'est très fortement par les éditeurs de CAO orientés objet, image, entre guillemets. En réalité, le BIM, c'est beaucoup d'informations. Et l'image, c'est qu'une retranscription de cette information, de certaines valeurs, qui donne les images dans un outil de dessin. Entre guillemets, quand on regarde derrière,
Un objet, c'est une longueur, une largeur, une épaisseur, c'est ces caractéristiques qui, interprétées informatiquement, font le dessin en question, et non pas l'inverse. Donc c'est pour ça que les propriétés, leur caractérisation, comme on le fait pour nos génomes et notre ADN, est très important pour que le BIM demain soit ce qu'il sera. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour la partie prescription, puisqu'il y a cette notion d'information. Ah, une dernière question. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, en maîtrise d'œuvre, au niveau de la conception, on étudie justement la propriété des matières qu'on doit utiliser. Donc, je ne sais pas si je me trompe. En prescription ? Nous, en maîtrise d'œuvre, je pense oui. Ce sont les ingénieurs qui étudient qu'est-ce qu'ils ont besoin comme béton, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme... Donc après, c'est aux entreprises de répondre par rapport à quelque chose qui... Oui, les entreprises, à la rigueur, en tant qu'ingénieur ou en tant que vous dites c'est pas le matériau de tel fabricant, vous posez les caractéristiques du matériau et puis on trouve le fabricant qui est derrière. Il y a ce mur qui est porteur, on va le choisir en béton de 16 d'épaisseur, celui-là il est de remplissage. Comment ? Non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, on le fait d'une façon... on le fait tous les jours. Moi, ça me paraît infini le travail. Le dictionnaire, c'est quelque chose qui sera infini parce que demain, on va parler de données sur la santé, sur la qualité de l'air, sur tout un tas d'autres phénomènes. Aujourd'hui, pour commencer le dictionnaire, en disant focalisons déjà sur ce qui est les premiers besoins. La thermique, l'acoustique, le feu, la mécanique. Déjà, et puis ensuite, on aura le temps d'aller. C'est déjà pas mal. Pour vous, économistes, les notions de coût. Pour les entreprises, ça sera une notion. Il y a le coût et le temps. Ce sont d'autres facteurs. Mais après, il pourrait y avoir beaucoup d'autres caractéristiques qui viendront. Mais aujourd'hui, pourquoi on voit qu'il y a des bases de données qui existent comme Edibatec et comme la base de données Ignes, c'est parce qu'elles sont aujourd'hui adossées à des outils de calcul et elles sont très renseignées très finement. Donc c'est la thermique. Pourquoi sur le bois, j'ai pas de base de données ? C'est parce que je n'ai pas de calcul derrière qui les utilise. Donc ce qu'on veut avec le BIM, du coup, ça va dire il faut maintenant les informations de tous les produits. Or que là, on avait des bases de données qui étaient spécifiques à des métiers. On en a dans l'électricité parce qu'il y a des calculs complexes. On les a dans la thermique parce qu'il y a des calculs. On les a dans l'acoustique parce qu'il y a des... Et encore, l'acoustique, c'est encore comme ci ou ça. On les a des bases de données pour les économistes parce qu'ils ont besoin de manier beaucoup d'informations. Mais ils connaissent ces informations, elles ne sont pas infinies, les informations qu'ils ont à manipuler. Par contre, les produits à manipuler, c'est infini. Mais c'est pratiquement, et c'est là on dit, l'information prix, qu'est-ce que c'est ? Il faut bien le définir. Qu'est-ce que vous entendez par la notion de prix dans un logiciel d'économiste ? Donc je pense que oui, c'est infini, mais il faut quand même qu'on se donne des... Donc, je sais, quand on avait commencé pour les isolants il y a quelques temps, on avait fait 250 propriétés pour essayer de tout décrire. Puis en réalité, on s'est vu qu'on en utilisait une vingtaine. Donc les autres, on les a mis à la poubelle. Si demain on nous en demande une qui n'est pas, on la rajoute dedans. C'est vos besoins. C'est vous qui allez exprimer les besoins de propriété que nous, on devra renseigner en tant qu'industriel. Je te laisse la parole. C'est ambitieux parce que si on veut tout mettre, mais justement, si on précise bien les besoins par métier, on n'a pas une base extraordinaire, quoi. Vous avez des classeurs chez vous, vous avez... Voilà, donc c'est quand même... C'est structurellement précis, c'est une méthode, il faut une méthode pour le faire, mais c'est du travail, donc c'est quand même ambitieux. Hein. C'est du travail, mais ça va se passer. En bref, on passe au numérique, on passe au tout numérique. Vous n'irez pas demain dans votre armoire chercher un truc qui n'est pas à jour. Voilà, donc on passe au numérique. Partout. Toute la ville passe au numérique, le monde passe au numérique, mais le bâtiment aussi. Et les objets. Et quelles sont les informations essentielles dont vous avez besoin ? Entre guillemets, si je prends une bouteille, j'ai besoin de sa hauteur, de sa largeur. J'ai pas besoin de toutes les rainures en détail. Par contre, l'image de la bouteille me la représentera. Donc, quelles sont les informations essentielles sur un objet dont vous avez besoin d'un point de vue pour un échange informatique pour pouvoir la mettre dans un projet ? On en revient à ce que disait Antoine Ferré sur les usages. C'est de quelle information j'ai besoin pour quel usage. Donc là, pour la partie industrielle, dans la conférence précédente, sur la partie maîtrise d'ouvrage en construction ou en existant pour l'exploitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ?
Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il existe aujourd'hui pour les bureaux d'études, architectes plus spécialement, concernant, savoir s'il y a une bibliothèque qui existe où on peut trouver tous les produits normés de façon très efficace et pour aller sans perdre de temps directement au bon produit. C'est caché sous la table. Le web, vous y allez. Sur le web, vous cherchez, voilà. Donc, justement, ça n'existe pas dans le sens. On ne veut pas non plus faire la bibliothèque mondiale de tout ce qui se passe, de tous les produits. Ça serait bloquant. Hein. Ça n'existe pas. Par contre, demain, il y aura certainement des plateformes qui permettront d'accéder aux 80% des produits qui existent, quoi. Hein, voilà. Voilà. Et puis pourquoi aussi il n'y en a pas, entre guillemets, aujourd'hui, il existe des bases de données, mais éditeur par éditeur. Entre guillemets, ce qui, nous, en tant qu'industriels, on a du mal à y répondre, ça coûte très cher. Chaque fois qu'ils changent de version, il faut tout qu'on redéveloppe. Donc c'est pour ça que le standard aussi, le standard IFC dont on parlait, de pouvoir demain développer des objets sur un standard, donc de pouvoir justement constituer cette bibliothèque, la mettre à jour en continu, indépendamment de l'un, de l'autre, etc. Parce que sinon, financièrement, c'est ingérable. Et on ne peut pas privilégier un éditeur plus qu'un autre non plus. Parce que sinon, on se perd des clients. On va s'arrêter là. Pour les personnes qui voudraient poser quelques questions aux intervenants, je vous propose de vous rapprocher d'eux après la conférence. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Merci à nos intervenants.